On vous a toujours dit que la pluie, c'est bon pour la pêche? Et si je vous disais que c'est probablement le pire conseil qu'on ait pu vous donner? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre super spot, celui où vous prenez du poisson toute l'année, devient une zone morte pendant 48 heures après une bonne averse. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir la vraie raison de vos échecs, et elle n'a rien à voir avec vos leurres ou votre technique. Vous saurez exactement où aller pour faire une pêche mémorable, pendant que les autres attendent que l'eau s'éclaircisse. Alors, pour commencer, dites-moi en commentaire, pour vous, la pluie, c'est une bénédiction ou une malédiction pour la pêche? On en discute. Chaque pêcheur connaît ce sentiment. La pluie vient de cesser. L'air est frais, lavé. On se dit que c'est le moment idéal, que le poisson va enfin être actif, qu'il va sortir pour chasser. C'est une croyance populaire, un vieux dicton de pêcheur. La pluie amène de l'oxygène, elle fait tomber des insectes à l'eau. Elle ramène de la nourriture depuis les berges. En théorie, les poissons devraient être en pleine frénésie alimentaire. C'est ce qu'on lit partout, c'est ce que les anciens nous répètent depuis des générations. Alors, on fait tous la même chose, presque par réflexe. On se précipite sur notre spot favori, celui qu'on connaît par cœur, là où on a nos repères. Et on s'obstine pendant des heures à lancer et ramener sans comprendre pourquoi rien ne mord. On change de leurre, de couleur, de fil, de technique. Mais le vrai problème, n'est absolument pas là. Commençons par le commencement. Le mythe. Après la pluie, le poisson mord. C'est une phrase qu'on entend sur tous les pontons, dans tous les magasins de pêche. Et elle n'est pas complètement fausse, mais elle est terriblement incomplète. Elle omet 3 facteurs cruciaux qui transforment votre paradis de pêche en désert aquatique. Imaginez un ami qui vous dit que pour gagner au loto, il suffit d'acheter un ticket. C'est vrai, il faut un ticket. Mais ça ne garantit absolument pas la victoire. Pour la pêche après la pluie, c'est pareil. Oui, les conditions ont changé, mais pas forcément en votre faveur, du moins pas tout de suite et pas partout. Penser que tous les poissons de la rivière vont se jeter sur votre hameçon simplement parce qu'il a plu est la première erreur. C'est une simplification dangereuse qui mène directement à la frustration et aux sorties sans la moindre touche. Cette croyance nous empêche de réfléchir et de nous adapter. Or, la pêche, c'est avant tout de l'adaptation. Alors, que se passe-t-il réellement dans les premières heures qui suivent une grosse averse? Vous arrivez au bord de l'eau. Le premier choc est visuel. L'eau, qui était peut-être claire la veille, a pris d'une teinte de café au lait. Les bords sont chargés de débris, de feuilles, de brindilles. Le courant, s'il y en a, semble plus fort, plus chaotique. Vous voyez des remous là où il n'y en avait pas. C'est le résultat direct du ruissellement. Toute l'eau qui est tombée sur les terres environnantes a lavé les sols, les routes, les champs, et a tout emporté dans la rivière ou le lac. Cette image, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est le premier indice que tout l'écosystème sous la surface vient d'être violemment bouleversé. La plupart des pêcheurs voient ça et se disent « l'eau est teintée, le poisson sera moins méfiant ». Mais ils ne voient pas les changements invisibles, bien plus importants, qui se sont produits en dessous. Parlons du premier ennemi invisible, le choc thermique. L'eau de pluie est presque toujours plus froide que l'eau de la rivière ou de l'étang, surtout en été ou en automne. Quand des milliers de litres d'eau froide se déversent brutalement, cela ne se mélange pas uniformément. L'eau froide, plus dense, a tendance à plonger. Elle crée des couches de température, des thermoclines temporaires et surtout, elle provoque une baisse rapide et significative de la température dans certaines zones. Imaginez que vous êtes tranquillement chez vous à 22 degrés et que quelqu'un ouvre toutes les fenêtres en plein hiver. Votre premier réflexe ne sera pas de vous mettre à table pour un festin, mais de trouver un endroit plus chaud. Pour les poissons qui sont des animaux à sang froid,
c'est exactement la même chose. Leur métabolisme est directement lié à la température de l'eau. Un changement brutal, même de quelques degrés, peut les mettre en état de léthargie. Prenons un exemple concret. Votre spot favori, c'est cette jolie anse peu profonde, avec des herbiers où les brochets aiment se poster à l'affût. En temps normal, c'est un excellent poste. Mais après une forte pluie, cette zone de moins de 2 mètres de fond est la première à subir le choc thermique. Toute l'eau froide du ruissellement arrive directement ici. La température peut chuter de 3 ou 4 degrés en à peine quelques heures. Le brochet qui était là, actif et prêt à chasser, se retrouve soudainement dans une eau glaciale. Son système digestif ralentit, son activité se réduit au minimum. Il n'a plus envie de chasser. Sa seule priorité devient alors de quitter cette zone inconfortable pour trouver une couche d'eau plus profonde, où la température est restée plus stable. Pendant ce temps, vous êtes là, sur la berge, à lancer votre plus beau leurre dans une zone qui est devenue temporairement un véritable réfrigérateur. Ce lien entre la température de l'eau et le métabolisme du poisson est la clé que beaucoup de pêcheurs ignorent. Un poisson n'est pas un mammifère. Il ne peut pas réguler sa propre température corporelle. Il est donc entièrement dépendant de son environnement. Un refroidissement brutal, c'est un signal d'alarme pour son organisme. C'est un ordre de conservation d'énergie. Manger, digérer, tout cela demande de l'énergie. Quand les conditions deviennent hostiles, le poisson passe en mode survie. Il va réduire ses déplacements au strict minimum et arrêter de s'alimenter. Pensez à un sandre ou une perche. Ces poissons sont très sensibles aux variations de température. Les voir se jeter sur un leurre dans une eau qui vient de perdre plusieurs degrés est extrêmement improbable. Ils vont se caler au fond, dans un trou ou près d'une structure, et attendre que les conditions s'améliorent. C'est un comportement instinctif, gravé dans leur génétique. Ignorer ce fait, c'est comme essayer de vendre des glaces en plein blizzard. Passons au deuxième problème majeur, la turbidité. On en a parlé visuellement, mais comprenons son impact réel. L'eau qui devient trouble, ce n'est pas juste une question de couleur. Elle est chargée de particules en suspension, du sable, de l'argile, du limon, des matières organiques. Ces particules agissent comme un brouillard épais sous l'eau. La pénétration de la lumière est drastiquement réduite. À 1 mètre de profondeur, il peut déjà faire presque nuit noire. Or, la majorité des poissons carnassiers que nous recherchons, comme le brochet, le sandre, la perche ou le black bass, sont des chasseurs visuels. Ils dépendent de leur vue pour repérer leur proie, analyser leur comportement et déclencher une attaque précise. Imaginez que vous essayez d'attraper une balle dans une pièce remplie de fumée. C'est difficile, n'est-ce pas? Pour un carnassier, c'est la même chose. Votre leurre peut passer à 50 cm de lui. Il ne le verra tout simplement pas. La conséquence directe de cette faible visibilité est simple. Les prédateurs arrêtent de chasser activement sur de longues distances. Leur périmètre de chasse se réduit considérablement. Un brochet qui, la veille, pouvait attaquer une proie à 5 mètres de distance ne va plus réagir qu'à ce qui passe juste devant son nez. Ces attaques ne sont plus basées sur la traque, mais sur l'opportunisme et le réflexe. Cela change complètement la donne pour le pêcheur. Continuez à pêcher avec les mêmes techniques de prospection rapide, en couvrant de grandes zones avec des leurres qui imitent un poisson en fuite, devient totalement inefficace. Le poisson ne peut pas voir votre leurre de loin, donc il ne peut pas le poursuivre. L'équation est simple. Pas de vision, pas de chasse, pas de touche, et vous, sur la berge, vous pouvez lancer le meilleur leurre du monde. S'il n'est pas vu, il n'existe pas pour le poisson. Certains pêcheurs pourraient rétorquer « Mais non, l'eau teintée, c'est une bonne chose. Le poisson se sent en sécurité et il est moins méfiant.
C'est encore un de ces mythes qui a la vie dure. Oui, une eau légèrement piquée peut rassurer le poisson et le rendre plus enclin à sortir de sa cache. Mais on ne parle pas d'une eau légèrement teintée ici. On parle d'une eau opaque, couleur chocolat, qu'on appelle souvent une soupe de pois. Dans ces conditions extrêmes, le sentiment de sécurité est remplacé par un état de stress. Les particules en suspension peuvent irriter les branchies des poissons, rendant leur respiration plus difficile. De plus, ils perdent tous leurs repères visuels. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils se sentent perdus. Un poisson stressé et désorienté n'est pas un poisson qui s'alimente. Il est sur la défensive. L'idée que l'eau sale est toujours un avantage est une simplification excessive qui ne s'applique absolument pas aux conditions post-pluviales intenses. Alors, la grande question est, où vont les poissons? Car ils ne s'évaporent pas, ils ne meurent pas, ils se déplacent. C'est la seule réponse logique. Face à des conditions devenues hostiles sur leur lieu de vie habituel, ils vont chercher un refuge. Ils vont chercher des zones où les 3 paramètres que nous avons vus, la température, la visibilité et la qualité de l'eau, sont plus stables et plus favorables. C'est un exode temporaire. Ils quittent les zones peu profondes et exposées au courant principal, qui sont les plus touchées par le ruissellement. Ils abandonnent les bordures, qui sont maintenant un torrent de boue et de débris. Ils fuient les zones où l'eau froide s'est accumulée. Ils ne sont plus sur votre spot favori. C'est un fait. S'obstiner à pêcher un endroit déserté par ses habitants est la définition même de la perte de temps. La première étape pour réussir est d'accepter que votre carte mentale des bons coins n'est plus valable pour les prochaines 48 heures. La recherche de confort et de stabilité devient leur unique priorité. Quels sont ces lieux de refuge? Premièrement, les zones plus profondes. La profondeur agit comme un tampon thermique. Plus on descend, moins la température de l'eau est affectée par l'arrivée brutale d'eau de pluie froide en surface. Les poissons vont donc sonder, descendre dans la couche d'eau pour trouver une température qui leur convient. Deuxièmement, ils cherchent des zones à l'abri du courant principal. Derrière une pile de pont, dans un bras mort, une darse, une anse protégée, partout où le flux de sédiments est moins violent. Troisièmement, ils vont rechercher une eau plus claire. Cela peut sembler contre-intuitif, mais même dans une rivière en crue, il existe des zones de confluence où une eau plus propre arrive d'un affluent ou d'une source, créant une démarcation nette. C'est sur ces frontières, ces edges, que la vie se concentre. Comprendre cette logique de déplacement est fondamental. Mettons-nous en situation. Vous êtes au bord de votre rivière favorite, sur ce poste qui vous a donné tant de poissons. C'est un virage avec une jolie plage qui descend en pente douce. Après la pluie, le courant est fort et l'eau est marron. Votre réflexe est de lancer votre leurre au milieu, là où vous avez l'habitude de prendre des touches. Mais les poissons ne sont plus là. Ils ont fui ce courant puissant et cette eau froide et sale. Si vous aviez pris le temps d'observer, vous auriez peut-être remarqué, 20 mètres en amont, un petit bras mort dont l'eau est beaucoup plus calme et décantée. Ou peut-être 30 mètres en aval, une fosse de 4 mètres de profondeur. C'est là qu'ils se trouvent. Rassemblés, attendant que la tempête passe. Ils sont peut-être même plus faciles à attraper qu'en temps normal, car ils sont concentrés sur une petite surface. Mais comme vous pêchez par habitude, sans analyser la nouvelle situation, vous passez complètement à côté d'eux. Abordons maintenant le dernier mythe tenace, celui de l'oxygène. On entend souvent que la pluie oxygène l'eau. Le mouvement de l'eau, les gouttes qui frappent la surface, tout cela incorpore effectivement un peu d'oxygène. C'est physiquement vrai. Cependant,
ce gain marginal est souvent complètement anéanti, et même inversé, par un autre phénomène beaucoup plus puissant lié au ruissellement. Quand l'eau lave les sols, elle n'emporte pas que de la terre. Elle emporte aussi des tonnes de matières organiques, feuilles mortes, herbes coupées, engrais agricoles, pollutions diverses. Tout ce cocktail arrive dans le cours d'eau en même temps. Et c'est là que les problèmes commencent. Car la décomposition de toute cette matière organique est un processus chimique qui consomme énormément d'oxygène dissous dans l'eau. Pensez que la pluie apporte un gain net d'oxygène et donc, dans la plupart des cas, une erreur de jugement. Le ruissellement agit en réalité comme une bombe à retardement pour l'oxygène. Une fois que toutes ces matières organiques sont dans l'eau, les bactéries et les micro-organismes se mettent au travail pour les décomposer. C'est leur rôle dans l'écosystème. Mais pour faire ce travail, ils respirent et ils consomment de l'oxygène. Plus il y a de matières à décomposer, plus leur population explose et plus la consommation d'oxygène est massive. Imaginez des milliers de petites pompes qui se mettent soudainement à aspirer l'oxygène de l'eau. Le phénomène peut être si intense que dans certaines zones, notamment les bras morts, ou les étangs peu profonds recevant beaucoup de ruissellement, le taux d'oxygène peut chuter à des niveaux critiques, voire dangereux pour les poissons. Loin d'être un Eldorado, votre spot peut se transformer en une zone d'asphyxie temporaire. Cette chute du taux d'oxygène est un facteur de stress supplémentaire pour les poissons. Ils ont besoin d'oxygène pour vivre, comme nous. Quand le niveau baisse, ils doivent compenser en ventilant plus vite, en ouvrant et fermant leurs ouïes plus rapidement. Cela leur demande un effort considérable. Dans une telle situation, leur dernière préoccupation est de se nourrir. Leur seul instinct est de fuir cette zone inconfortable pour trouver une eau mieux oxygénée. Où la trouvent-ils? Souvent près des zones de courant plus marquées, mais pas trop sales, près des cascades, des barrages, ou à la confluence avec un affluent qui apporte une eau fraîche et saine. Encore une fois, on voit que le poisson n'est plus là où on l'attend. Il est en quête active d'un environnement viable. Chercher le poisson sur un spot potentiellement pauvre en oxygène, c'est comme chercher quelqu'un dans une pièce remplie de gaz toxiques. Il n'y est plus depuis longtemps. N'oublions pas un dernier élément, la chaîne alimentaire. Les gros carnassiers que vous visez ne sont pas les seuls à être affectés. Tout l'écosystème est touché. Les petits poissons fourrages, les gardons, les ablettes, subissent exactement les mêmes stress. Le froid, l'eau sale, le manque d'oxygène. Eux aussi vont se déplacer pour chercher des zones de refuge. Et comme vous le savez, les prédateurs ne sont jamais très loin de leur garde-manger. Si tout le banc de vif s'est déplacé dans une anse protégée ou s'est réfugié dans un port, soyez certains que les brochets, les cendres et les perches les auront suivis. Pêcher un poste où il n'y a plus de poissons fourrage, c'est comme ouvrir un restaurant dans une ville fantôme. Vous n'aurez aucun client. Votre leurre, aussi attractif soit-il, ne pourra pas rivaliser avec un banc de centaines de proies réelles qui se sont concentrées à un autre endroit. La meilleure chose à faire est d'arrêter de pêcher à l'aveugle et de devenir un observateur. Au lieu de vous précipiter pour lancer votre ligne, prenez 5 minutes pour faire le tour et regarder l'eau. Cherchez les indices. Repérez l'arrivée d'un petit ruisseau ou d'un fossé, dont l'eau est visiblement plus claire que celle de la rivière. Vous verrez une ligne de démarcation très nette, comme de l'huile et du vinaigre. Cette zone de transition est un aimant à poissons. D'un côté, ils ont la turbidité qui leur offre une cachette. De l'autre, ils ont l'eau plus saine où ils peuvent respirer et voir. C'est souvent sur cette bordure exacte, la seam line, qu'ils vont se poster. Ils attendent que le courant principal leur amène de la nourriture tout en restant dans des conditions confortables. C'est un poste de chasse stratégique. Lancer votre leurre le long de cette ligne de démarcation est infiniment plus productif
que de le lancer au hasard dans l'eau boueuse. Pourquoi parle-t-on d'une règle de 48 heures? Ce n'est pas un chiffre magique, mais une estimation réaliste du temps nécessaire à un écosystème aquatique pour commencer à se stabiliser après une perturbation majeure. Durant ces 2 jours, plusieurs processus sont à l'œuvre. Premièrement, le ruissellement diminue et finit par s'arrêter. Il n'y a plus d'arrivée massive d'eau froide et sale. Deuxièmement, les particules les plus lourdes en suspension commencent à se déposer au fond. L'eau s'éclaircit progressivement, d'abord en surface. Troisièmement, la température de l'eau commence à se réhomogénéiser lentement. Les couches d'eau se mélangent et la température globale remonte vers la normale. C'est un processus lent. Penser que tout redevient normal en quelques heures est une illusion. Laisser au spot le temps de guérir est souvent la meilleure des stratégies. S'acharner pendant cette période de transition est rarement payant. Alors, comment s'adapter concrètement pendant ces 48 heures? La première partie de la stratégie est de changer de lieu. Oubliez votre spot favori. Prenez votre voiture et explorez. Cherchez des types de plans d'eau moins affectés. Par exemple, un grand lac profond sera beaucoup moins impacté par une averse qu'une petite rivière. Une gravière alimentée par des sources souterraines peut rester parfaitement claire. Un canal à faible courant se troublera beaucoup moins vite qu'un torrent. Il faut changer de logiciel. Au lieu de penser « quel est mon meilleur spot ?», il faut penser « quel type de spot a le mieux résisté à la pluie ?» C'est un travail de détective. Sortez les cartes, regardez les photos satellites, réfléchissez à la configuration des lieux. C'est cette réflexion en amont, avant même de mettre les pieds dans l'eau, qui fera 90% du succès de votre sortie. La deuxième partie de la stratégie concerne votre approche et votre matériel. Si vous avez trouvé une zone pêchable mais où l'eau reste teintée, vous devez adapter vos leurres. Comme la vue des poissons est réduite, il faut stimuler leurs autres sens. La ligne latérale, qui détecte les vibrations, devient leur principal outil de chasse. C'est le moment de sortir les leurres qui déplacent beaucoup d'eau et qui font du bruit. Les spinnerbaits avec de grosses palettes, les crankbaits à forte vibration, les squarebills sont parfaits. Les chatterbaits, les gros shads qui ont un fort rolling. Oubliez les pêches fines et discrètes. Il faut être bruyant, il faut être visible. Utilisez des couleurs flashy comme le chartreux, l'orange ou des contrastes forts comme le noir. Le but n'est plus d'imiter une proie à la perfection, mais d'envoyer un signal fort que le poisson pourra détecter de loin malgré le manque de visibilité. Et enfin, comment savoir quand le bon moment est revenu pour retourner sur votre spot fétiche? Là encore, c'est l'observation qui prime. Le premier signe est le retour de la visibilité. Vous n'avez pas besoin d'une eau cristalline. Mais si vous pouvez voir votre leurre à 30 ou 40 cm de profondeur, c'est que les choses s'améliorent. Le deuxième signe est le retour de l'activité en surface. Si vous recommencez à voir des gobages, des chasses de perches ou simplement des petits poissons blancs qui se déplacent près des bordures, c'est que la chaîne alimentaire se remet en place. Cela signifie que les conditions de vie sont redevenues acceptables pour eux. Et si le garde-manger est de retour, soyez sûr que les grands prédateurs ne tarderont pas à revenir eux aussi. C'est souvent au bout de ces fameuses 48 heures, ou un peu plus, que votre spot redevient non seulement pêchable, mais souvent exceptionnel, car les poissons, après une période de jeûne forcé, sont affamés. Donc, pour résumer tout ça, la prochaine fois qu'une grosse pluie s'abat, ne vous précipitez pas tête baissée sur votre spot habituel le lendemain matin. Vous avez maintenant compris que le choc de température, l'eau transformée en soupe de pois et la possible chute du taux d'oxygène le rendent souvent totalement improductif, voire hostile pour les poissons. Le vrai tournant, le point qui change tout, c'est de comprendre que le poisson n'a pas arrêté de manger. Il a simplement déménagé. Il est parti chercher des conditions plus stables et plus confortables. Et c'est là, dans ces zones refuges, que vous devez le chercher. Cette approche change complètement la perspective.
Au lieu de subir les conditions et de rentrer frustré, vous les utilisez à votre avantage. Pendant que 90% des pêcheurs s'énervent sur un spot vide, vous êtes en train de chercher, d'analyser et de trouver les nouvelles concentrations de poissons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux sur ce phénomène, lâchez un gros pouce bleu, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines stratégies qui vont à contre-courant des idées reçues. Et maintenant, pour finir, j'ai une question pour vous. Quel est le plus gros mythe sur la pêche que vous ayez jamais entendu? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Je suis sûr qu'on va découvrir des perles.